TV. Vous suivez Entre deux news. Ce soir, dans notre débat, rencontre CAP Côte d'Ivoire et RHDP, le FPI et le PDC RDA absents. En effet, oui, ce mercredi 16 juillet, à Cocody Rivera Golf, un premier dialogue s'est tenu entre le parti présidentiel et la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, conduite par Simone et Yves Gbagbo, et une délégation du RHDP conduite par le ministre Cissé Ibrahima Bakongo, secrétaire exécutif du RHDP. Nous notons cependant l'absence du FPI et du PDC RDA, suscitant des interrogations et spéculations au sein de l'opinion. Ce soir, 4 consultants, sinon 3 déjà présents, nous aideront à analyser ce sujet et ses enjeux. Éric Dou, analyste politique, bonsoir à vous. Bonsoir. Arsène Anoma, analyste politique également, bonsoir. Et puis Guillaume Bato, journaliste DG du quotidien Liberté. Bonsoir Guillaume Bato. Bonsoir Sidik. Alors bien avant, je vous propose de suivre cet élément de la rédaction de Reflet TV qui revient sur cette rencontre importante entre CAP Côte d'Ivoire et le RHDP. C'était hier. Reportage signé Stéphane Kwasi. Dans le cadre du renforcement du dialogue politique en Côte d'Ivoire, ce mercredi au siège du Mouvement des Générations Capables MGC à Cocody, s'est tenue une importante séance de travail entre une délégation du RHDP, conduite par Cissé Ibrahima Bakongo, secrétaire exécutif du parti, et la coalition pour l'alternance pacifique CAP Côte d'Ivoire, conduite par l'ex-première dame Simone Yves Gbagbo. Cissé Ibrahima Bakongo a mis un point d'honneur sur la question de l'état de droit. Cette rencontre est la première d'une série. Nous avons été heureux de retrouver nos frères et nos sœurs de CAP Côte d'Ivoire. Nous avons évoqué avec eux les questions qui les préoccupent, mais qui préoccupent aussi certainement beaucoup d'Ivoiriens, auxquels nous avons adjoint d'autres questions. Et nous avons décidé de nous retrouver pour aller dans le détail de ces questions à travers donc, un comité technique que nous allons mettre en place, qui va travailler à la fois sur ces questions, mais également sur un calendrier de rencontres que nous allons donc adopter. Il y a 8 préoccupations qui ont été exprimées, qui nous avaient été déjà adressées par correspondance. Nous avons surtout parlé de l'état de droit, Nous avons parlé donc du respect des engagements que nous prenons tous. Pour dire juste que lorsque nous allons prendre des engagements, il faudra qu'on les respecte. De même que des engagements ont été pris, il faut qu'on les respecte et ainsi de suite. Du côté de la CAP Côte d'Ivoire, la réforme du système électoral reste une préoccupation majeure. Aujourd'hui, c'est le premier contact. C'est ça. Dans ce premier contact, nous avons tenu à exposer à la délégation du RHDP les questions que nous évoquons toujours et qui concernent la réforme du système électoral. Nous en avons parlé, mais nous ne sommes pas entrés en profondeur dans ces détails. Nous sommes tombés d'accord et c'est la première rencontre que nous allons avoir d'autres rencontres et que nous allons approfondir ces questions-là. Une première rencontre qui a lieu 3 mois avant l'élection présidentielle, mais qui soulève de nombreuses interrogations. Les rencontres se multiplieront entre les 2 parties prenantes pour des élections inclusives, apaisées et transparentes, sans oublier que l'absence du PDC RDA de Tidjane Thiam et du FPI de Pascal Affi-N'Guessan à cette rencontre soulève la question de la longévité et la solidité de cette coalition. Et en de retour en plateau, Guillaume Bato, quel sens vous donnez à cette rencontre entre CAP Côte d'Ivoire et le RHDP? Je pense que c'est d'abord une bonne chose. C'est une bonne chose que les acteurs politiques ivoiriens se retrouvent pour discuter. Il y a déjà eu par le passé beaucoup de dialogues politiques. L'opposition, depuis plusieurs mois, demandait donc un nouveau dialogue politique. La coalition pour l'alternance pacifique, donc dirigée finalement de fait aujourd'hui par Mme Gbagbo, qui avait écrit donc un certain nombre d'acteurs, y compris le RHDP, a eu gain de cause après plusieurs reports. Il faut s'en féliciter. Je crois que c'est une bonne chose. Et vous avez écouté les 2 responsables des 2 délégations. C'est une première prise de contact. Tous les sujets ont été mis sur la table. Bien entendu, un comité technique va être mis en place et des rencontres vont avoir lieu certainement pour aboutir à des recommandations, puisque que ce soit le RHDP ou la coalition, ce ne sont pas eux qui prennent les décisions. Je veux dire, en tant que parti politique,
s'il y a des recommandations faites à l'endroit du président de la République, de l'Assemblée nationale, la commission électorale par exemple, et du gouvernement de façon générale, donc ces recommandations seront analysées. Donc dans le fond, c'est une bonne chose. C'est la preuve qu'on peut se parler en Côte d'Ivoire, on peut parler des questions qui nous préoccupent tout en gardant chacun son autonomie sans que chacun ne puisse déteindre sur l'autre. Bien. Éric Doho, vous, quelle lecture vous faites de cette rencontre? Comme l'a dit Young Bato, on est tous contents de voir que s'ouvre enfin un dialogue entre les acteurs politiques. Je pense que les Ivoiriens seront rassurés déjà de voir que la discussion s'ouvre. Mais je pense que personnellement, j'ai beaucoup plus de points d'inquiétude que de points de satisfaction par rapport à cette rencontre. Comme je l'ai dit, c'est bien qu'ils se rencontrent. On a vu des acteurs qu'on aurait pu imaginer être complètement brouillés par rapport à tout ce qui s'est passé depuis 2010, qui se sont chaudement salués et accueillis. C'est bien, mais derrière, malheureusement, on a l'habitude de ce genre de rencontres qui n'aboutissent finalement pas. Et surtout, je tiens à rappeler que si on part d'aujourd'hui, le 17, nous sommes exactement à 100 jours de l'élection. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va découler justement de ces discussions. Et j'ai l'impression qu'au final, c'est plus pour la forme et pour, je dirais, soigner un peu l'image qu'on donne aujourd'hui à travers le monde, plutôt que pour réellement avoir des avancées. Est-ce que c'est le seul point d'inquiétude? Si on peut revenir sur ce point d'inquiétude rapidement. Non, il y en a d'autres. On peut parler par exemple du côté de CAPSI, de l'absence du FPI et du PDCI. J'ai vu les réactions du président Afin-Guessan qu'on va aborder tout à l'heure. Voilà, qui expliquait ses raisons. Je trouve qu'en termes de leadership au niveau de CAPCI, on n'est peut-être pas assez habitué à avoir une coalition qui en fait n'en est pas forcément une, puisque chacun des membres peut aller comme il veut discuter avec d'autres acteurs. Donc ça fait un peu cafouillage, et j'avoue que ça m'a un peu inquiété. Ensuite, comme j'ai dit, le délai par rapport à tout ce qui a été cité. Madame Simone Gbagbo a dit dans son adresse qu'il y avait 8 points qui étaient, je pense, les 8 points qui étaient à l'ordre de la création de CAPCI qui ont été discutés. Elle a surtout précisé les points les plus importants, les plus urgents, qui concernaient le code électoral, le parrainage sûrement et tout ça. Mais je pense que vu les délais très raccourcis qui restent aujourd'hui, 100 jours, j'ai vraiment peu d'espoir qu'on puisse avoir justement un accord sur ces questions-là. Bien. Arsène Anoma, est-ce que vous aussi vous avez assez de points d'inquiétude que de satisfaction? Sinon, est-ce qu'on peut parler aussi d'un dialogue sincère? Non, moi je n'ai que des points de satisfaction. Et ça dénote que les Ivoiriens, lorsque le besoin se fait sentir, ils peuvent se parler. Sans faux fuyant. Et je suis heureux de cette rencontre-là qui était attendue parce que les réactions que nous avons eues sont des réactions de satisfaction qui étaient attendues par la majorité des Ivoiriens. Et le RHDP, le parti au pouvoir et cette coalition de l'opposition, quoi qu'on dise, qui rassemble la majeure partie des partis politiques de l'opposition, se sont rencontrés, se sont parlé. Et nous avons vu l'atmosphère dans laquelle cette rencontre-là s'est déroulée. C'était une atmosphère bon enfant, de retrouvailles, de gaieté. Et en plus, il a été dit que ce n'est que la première partie et d'autres rencontres suivront. Ça veut dire que l'esprit déjà de la rencontre est à féliciter. Le fond aussi est à féliciter parce que tous les sujets ont été abordés sans langue de bois. Tout a été mis sur la table et les partis ont décidé de se retrouver, autant faire que se peut pour se parler. Maintenant, on se satisfait de cela. On prie Dieu que ça nous amène sur des élections apaisées, que nous souhaitons tous pour la Côte d'Ivoire, parce que depuis 2010, le pays vit en paix. Nous ne souhaitons pas retourner en arrière pour des raisons politiques momentanées. Donc, je pense que en tant qu'analyste politique et puis ivoirien, je me satisfais de cela. Et pour moi, c'est à féliciter et à encourager. Donc, je n'ai pas de point d'inquiétude. Bien. Alors, le président du FPI, Pascal Afin-Guessan, a fait une déclaration publiée sur sa page
Facebook, Afinguessan, je cite, c'est le dialogue avec le gouvernement qui nous préoccupe et non un dialogue avec le RHDP. Et plus loin, au début du processus de consultation sur la nécessité du dialogue politique, des sollicitations avaient été émises, mais au sein de la CAP, cette démarche n'a pas fait l'unanimité. Elle n'a pas fait l'unanimité dans la mesure où la CAP privilégie plutôt le dialogue avec le gouvernement. Et c'est ce que nous avons toujours fait. Nous en sommes au 5e dialogue et nous souhaitons en engager un 6e. Donc, c'est le dialogue avec le gouvernement qui nous préoccupe et non un dialogue avec le RHDP. Cela n'a aucun intérêt pour de nombreux partis politiques, membres de CAP Côte d'Ivoire, dont le Front populaire ivoirien. Nous n'avons pas jugé cela nécessaire, comme il s'agit d'une question sur laquelle plusieurs avis divergent. Nous n'avons pas interdit à qui que ce soit de participer à cette rencontre. Pascal Afinguessan, réaction, Guillaume Bateau. Non, moi je pense que le président Afi, là, il est mauvais joueur. Il est mauvais joueur et Eric disait tout à l'heure que ça donne le sentiment de cafouillage. Quand vous êtes dans un groupe, quand le débat se fait, s'il y a une majorité qui se dégage, le plus simple, c'est de s'aligner sur la majorité. Or, selon les informations que nous avons, au sein de CAPSI, en dehors de 3 formations politiques, toutes les autres étaient d'accord pour avoir cette rencontre. Surtout que c'est la coalition qui a demandé cette rencontre. Bon, le président Afi, et le FPI et le PDCI du président Tian, pour des raisons qui leur sont propres, ont décidé de ne pas y être, mais je dis, présenter les choses comme ça, c'est dommage. D'abord parce que quand vous regardez la délégation du RHB qui s'est rendue au siège du CAPSI, c'est quasiment les mêmes personnalités qui représentent souvent le gouvernement dans les dialogues politiques. Voilà. Le ministre Touré Mamadou, Madame le ministre d'État Arnaud Leto, Madame le ministre Maria Toukone, Madame le ministre Belmont Dogo, etc., etc., et le secrétaire exécutif du RHDP qui, avant, dans les premiers dialogues politiques, elle était encore au gouvernement, y a participé et qui le fait au compte de son parti, puisque le dialogue politique, il faut rappeler, c'est entre le gouvernement et l'ensemble des partis politiques de la société civile. Donc, dans tous les cas, même s'il y avait un dialogue avec le gouvernement, la coalition retrouverait le RHDP et c'est très bien que le point de vue du RHDP est important dans la discussion. Donc, ils auraient pu avoir cette discussion avec le RHDP qui, de mon point de vue, est une porte d'entrée dans la discussion avec le gouvernement. Mais avoir une position aussi radicale, je crois que c'est pas utile. De mon point de vue, non seulement ce n'est pas utile, mais je crains que ce soit contre-productif. Parce que vous voulez rencontrer un gouvernement qui est issu d'un parti politique, vous ne voulez pas parler avec le parti politique, alors que vous savez très bien que le président de la République, qui en dernier ressort va décider, est justement le président de ce parti-là. Donc, je trouve que l'approche, le PDCI, je comprends, le PDCI a déjà fait commerce est en commerce avec le PPACI, qui n'a pas envie de voir en peinture les leaders de CAP que sont Mme Simone Veil Gbagbo et mon ami et frère Charles Blé Goudet. Donc le PDCI avec le président Gbagbo qui n'a pas envie de voir donc ces péninsule-là. Donc le PDCI ne pouvait pas être à 2 endroits au même moment, surtout que le même jour, quasiment à la même heure, le PDCI était avec son nouvel allié à son siège pour parler de son nouveau fonds commun. Donc le sentiment que ça donne, c'est que l'opposition ne sait pas ce qu'elle veut. Vous voulez discuter? Or, vous avez eu l'occasion de discuter, et ce n'est pas avec n'importe quel interlocuteur, c'est le parti au pouvoir. C'est le parti du président de la République. Bon, et ce parti-là se déplace même chez vous, vous dites non, on n'y va pas. Nous, on veut parler avec le gouvernement. Mais le gouvernement aussi peut dire non, on n'a pas envie de vous voir. En ce moment-là, qui aura été à la base du blocage? Non. Le président Afi a eu tort de ne pas participer à ce dialogue. Parce que finalement, Eric l'a dit, ça donne le sentiment que la coalition... Bon, nous l'avions déjà écrit à Liberté, hein, depuis le moment où le PDCI était parti en catimini faire un nouveau mariage avec le PPACI, nous on avait déjà conclu, et que le FPI s'est retrouvé à la CEI avant
les autres membres de la coalition, nous on va déjà conclure que la coalition a volé en éclats. Les uns et les autres ont tenté de sauver les meubles, mais on voit bien aujourd'hui que la coalition ne parle plus d'une même voix. Au lieu d'une coalition, maintenant c'est une cacophonie. Et c'est dommage pour l'opposition ivoirienne qui de plus en plus montre qu'elle n'est pas constructive, qu'elle n'a pas envie de proposer quelque chose de cohérent à nos compatriotes pour pouvoir permettre que nous puissions organiser ces élections dans la paix et dans la tranquillité. Bien, Éric Doe, Pascal Affi-N'Guessan aurait souhaité une rencontre avec le gouvernement et non le RHDP, même si c'est parfois les mêmes acteurs, sans le Premier ministre, bien sûr, qui n'était pas présent à cette rencontre-là. Que révèle cette prise de position de Pascal Affi-N'Guessan? On peut entendre les arguments de Guillaume Bateau, puisqu'effectivement, il y avait 5 ministres présents dans la salle, qui sont membres du gouvernement et à la fois membres du parti au pouvoir. Mais je pense qu'il faut aussi lire un peu plus en profondeur ce que, je pense, à mon sens, que le Premier ministre Affi-N'Guessan demande, c'est de discuter avec le gouvernement parce qu'il part du principe que le parti au pouvoir, puisqu'on sait qu'ils ont déjà eu une alliance avec le FPI, n'est pas en grille digne de confiance. Je sais que M. Cissé Bakongo, dans la conférence de presse qui a suivi, a parlé du respect des engagements. Je pense que peut-être c'était une pique aussi pour rappeler l'épisode du partenariat. Et donc, il est tout à fait normal, à mon sens en tout cas, qu'à l'approche des élections, dans une discussion qui est beaucoup plus serrée aujourd'hui en termes de timing, que les acteurs considèrent qu'il vaille mieux discuter tout de suite avec la personne qui a, on va dire, le pouvoir de décider et la personne qui a, je dirais plutôt, un intérêt au respect de son engagement, puisque l'État de Côte d'Ivoire, c'est quand même quelque chose. Et pour terminer, je dirais que de tout ce qui a été dit, on peut raisonnablement donner raison au FPI de décider de discuter directement avec le gouvernement. Mais on peut donner... C'est ce qui affecte la coalition. Bon, ça, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord qu'il y a un peu de cafouillage à plusieurs niveaux. On l'avait déjà dit sur d'autres sujets qui concernaient la CAPCI. Mais en même temps, je pense que ça fait partie aussi de ce qui a été décidé entre eux au moment de la signature de la coalition. Il y a une sorte de flexibilité. Je n'ai pas vu de remarques négatives venant des partis qui ont assisté à la réunion. Je pense qu'en toute connaissance de cause, ils ont décidé simplement d'y aller parce qu'ils avaient leur intérêt à ça. C'est un peu gênant, c'est vrai, de ne pas voir justement une convergence de points de vue sur ces sujets-là, mais tant qu'ils continuent à aller justement à chercher à obtenir les revendications qu'ils demandent, pourquoi pas. Pour terminer sur le PDCI, parce que là, je trouve que c'est assez important, les raisons aussi, je pense, du refus du PDCI de venir, parce que M. Guillaume Bateau précisait qu'il y avait une autre réunion entre-temps, mais je pense qu'ils auraient pu déléguer quelqu'un d'autre qui a suffisamment de cadres au PDCI, mais je pense que c'est surtout que la rencontre avec le RHDP était prévue depuis, toute la presse savait que c'était le 16 juillet. Tout à fait. Et je pense que c'est surtout parce que actuellement le PDCI est dans un rapport de force. On l'a vu avec le lobbying intense que mène le président à l'international. On a vu le 30 juin le départ des députés de l'hémicycle à la clôture de la session 2025. On a vu des discours assez durs, notamment sur l'emprisonnement de plusieurs cadres de jeunesse de ce parti. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont rentrés le PDCI est rentré dans vraiment à porter cette tenue de bataille et décide aujourd'hui de, je dirais, rendre plus sérieux le débat. Et à cela, il faut ramener l'acteur le plus sérieux dans la discussion, qui est l'État. Bien. Arsène Anoma, est-ce que vous aussi, vous allez dans ce même sens? C'est que Pascal Affi-N'Guessan se méfie beaucoup de la démarche entre Cap Côte d'Ivoire et les RHDP pour question de confiance. Et puis, est-ce que ce refus de participer à cette rencontre, à ce dialogue est stratégique, selon votre lecture, idéologique ou encore révélateur d'un mal profond au sein de cette coalition? Moi, le président du FPI me donne l'image d'un chat qui se regarde dans un miroir et qui se prend pour un lion, en fait. Voilà. Moi, je ne sais pas. Le parti au pouvoir, nous sommes en Afrique, on a nos réalités politiques. Le parti au pouvoir se déplace pour aller à votre siège, pour vous rencontrer, pour amorcer une discussion politique, pour déboucher sur des élections présidentielles. Calme, comme nous le souhaitons tous,
en tant que leader d'un parti politique, vous refusez de rencontrer le parti au pouvoir, tout en sachant que le gouvernement est l'émanation totale de ce parti au pouvoir. Et comme l'a dit M. Gbagbo, le président même du parti est le président de la République. Bon, comment voulez-vous obtenir même un début de résolution à vos revendications si vous refusez de discuter avec le parti au pouvoir? Il peut dire qu'effectivement, ce n'est pas le parti au pouvoir qui décide, donc il veut discuter directement avec le gouvernement. Mais le gouvernement est l'émanation du RHDP. Et en plus, le RHDP te propose une discussion. Mais s'il était un dirigeant politique lucide, il serait parti aux discussions, il aurait éprouvé les discussions, il aurait tiré une conclusion de ces discussions et ensuite prendre une décision pour voir si ces discussions-là, ce sont des véritables discussions qui peuvent déboucher sur une résolution de leurs revendications et puis maintenant prendre une position. Mais sans avoir discuté, on reste là et on décide qu'on ne va pas à la discussion parce que ce n'est pas le gouvernement. Quels sont les moyens dont tu disposes à quasiment 3 mois des élections pour amener le gouvernement à accepter de discuter avec toi, si tu refuses de discuter avec le parti au pouvoir? Pour moi, c'est utopique. Et ça démontre du fait même que j'estime pour moi qu'il est totalement en déphasage avec l'environnement politique actuel et il ne mérite même pas de diriger le parti qu'il a actuellement. Pour moi, c'est un manque de maturité politique. Refuser d'aller discuter avec le RHDP. Pourquoi? Alors que le RHDP te propose une discussion. Mais c'était l'aubaine encore pour démontrer à la face du monde que peut-être que c'est le RHDP qui est contre la paix, tout. Mais aujourd'hui, tu n'y vas pas. Mais le RHDP a beau rôle de dire qu'il y a une partie de l'opposition qui refuse de discuter parce qu'aujourd'hui, le RHDP est parti prendre la discussion. Et même pour faire un acte d'humilité, c'est déplacé avec une délégation de très haut niveau pour partir au siège de Cap Côte d'Ivoire. Donc pour moi, cette décision-là, c'est une décision inopportune qui dénote également du fait du manque de vision de l'opposition en général et du FPI en particulier. Et c'est ce qui fait que, pour moi, comme je le dis toujours, l'opposition n'a pas envie d'aller à la présidentielle. Parce qu'elle sait que les Ivoiriens ont lu sa démarche. Non, et les Ivoiriens... le FPI ou l'opposition, parce que l'opposition a accepté je suis en train d'imager. Je suis en train d'imager. Pour moi, je me dis, bon, c'est vrai, l'opposition a accepté. Mais dans le fond, pour moi, l'opposition sait qu'elle ne gagnera pas la présidentielle. Donc, elle est dans des manœuvres dilatoires. Maintenant, lorsque vous parlez de stratégie, pour moi, je ne pense pas que ce soit une stratégie. Ce n'est pas une stratégie, c'est plutôt le signe que la coalition Cap Côte d'Ivoire est divisée. Parce qu'Afin N'Guessan a quand même vécu une expérience entre son partenariat FPI et RHDP. Mais on ne fait pas la politique avec les émotions. On ne fait pas la politique avec les émotions. On ne fait pas la politique avec les émotions. La politique, c'est la seule appréciation des réalités du moment. On peut aujourd'hui nouer une alliance avec quelqu'un. Si l'alliance ne se passe pas bien, mais s'il y a des réalités nouvelles qui t'imposent de discuter avec ce partenaire, ou hier ça n'a pas été, vous discutez. Vous discutez. Le PPACI aujourd'hui se retrouve en discussion en alliance avec le PDCI. Mais pourtant, le PDCI, en son temps, en 2010, a appelé à voter contre Gbagbo. Le PDCI était au gouvernement avec le RHDP jusqu'à ce qu'il sorte du gouvernement, je crois, en 2019, je crois. Donc, dire que parce qu'on a eu une aventure malheureuse avec le RHDP, aujourd'hui on refuse de parler au RHDP, pour moi c'est puéril. C'est puéril et puis ce n'est pas la marque d'un leader politique assez conscient de ses responsabilités. Bien. Donc pour moi, je termine, ce n'est pas une stratégie, c'est le signe que cette coalition CAP-là n'a pas de lien, n'a pas de cohésion à son sein. Bien, allez-y, Guillaume Bato. Oui, s'il y a peut-être une stratégie, c'est que c'est une stratégie foireuse. Voilà, c'est une stratégie sans lendemain. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que le RHDP et le gouvernement, c'est blanc, bonnet. Voilà. Même si ce n'est pas quasiment la même entité, c'est quasiment comme refuser de discuter avec le RHDP. Alors qu'on a réclamé la discussion à quoi et à cri. Je crois que ce n'est pas très futé en termes de stratégie. Maintenant, vous abordez le partenariat RHDP. Mais qui dit que le partenariat est échoué du fait du RHDP? Nous, par exemple... C'est ce que dit le FPI. C'est pas ce que dit tout le FPI. C'est ce qu'il va dire. Moi, par exemple, qui suis sur votre plateau, je suis
ancien membre de la direction du FPI, militant du FPI, avec d'autres camarades, on estime que le partenariat a échoué par la faute de M. Afin Guessan. Voilà. Donc, on ne peut pas, le partenariat avec le RHDP, s'il y a eu un échec, c'est de la faute du président Afin Guessan qui n'a pas su apprécier les avantages et qui a voulu détourner le partenariat à son seul profit. Voilà. Donc, il ne peut pas aujourd'hui, et c'est la même attitude qu'il a aujourd'hui avec ses amis de CAPSI. Vous avez un groupe, vous faites un débat démocratique, il y a une majorité qui se dégage, et vous, parce que vous voulez que quelque chose se fasse comme vous le souhaitez, vous sortez du groupe. Parce que ça, c'est du vrai sabotage. Parce que, in fine, qu'est-ce qu'ils vont obtenir comme résultat? En affaiblissant leur propre coalition, aux yeux de l'opinion, aux yeux du parti au pouvoir et du gouvernement, même si le gouvernement va venir discuter avec eux, avoir leurs attitudes, et c'est pour ça que le secrétaire exécutif a parlé du RHDP, M. Bakoko a parlé d'engagement. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que ceux qui ont rencontré le parti au pouvoir peuvent prendre des engagements au nom de la coalition et assurer les interlocuteurs que tout le monde va appliquer? Non. L'exécution de ces engagements-là. C'est ça. Bien. Donc tout ça, M. Afi, je crois que, comme nous le souhaitons, nous d'ailleurs au niveau du courant du FPI Démocratie et Valeurs, il est fatigué. Il est fatigué comme son mentor Gbagbo Laurent. Je crois qu'il faut qu'ils prennent leur retraite pour que la gauche ivoirienne puisse avoir de nouveaux leaders qui ont plus de vision, parce que ce qu'on voit, c'est plutôt un leadership de cuisine. Merci Guillaume Bato. Nous sommes rejoints par Pluchérik Balé. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, quelle lecture faites-vous de la rencontre Cap Côte d'Ivoire et le RHDP, Afin Guessan, qui explique son absence du fait qu'il aurait souhaité au sein de cette coalition une rencontre avec le gouvernement et non le parti au pouvoir? Réaction? Oui, je suis entièrement d'accord avec lui parce qu'en principe, le RHDP, c'est différent du gouvernement, même si ce sont les mêmes acteurs que nous voyons. Et en sa qualité d'ancien Premier ministre, il sait très bien ce qu'il dit. Il ne s'agit pas, quand l'opposition a demandé le dialogue politique, c'était le dialogue de tous les partis et de la société civile avec le gouvernement, pas avec un parti politique fut-il au pouvoir. Donc, il y a trois choses à relever. La première, c'est que ce n'est pas au RHDP de mener le dialogue politique, mais au gouvernement. La deuxième chose, c'est que Cap Côte d'Ivoire n'est pas la seule coalition de l'opposition. Il aurait fallu qu'il y ait une rencontre entre le gouvernement et toutes les coalitions. C'est certainement pour cela que le FPI et le PDCI n'ont pas participé à cette rencontre, parce que ce n'est pas le RHDP qui décide, c'est le gouvernement qui décide. Ensuite, la troisième chose, c'est la nécessité d'un vrai dialogue. Nous sommes à 3 mois des élections. Il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées par la coalition de l'opposition. Qu'est-ce qui est encore possible de faire? En tout cas, il est impératif qu'il y ait un vrai dialogue pour que toutes ces questions-là soient abordées, qu'ensemble, toute l'opposition, et non seulement Cap Côte d'Ivoire, puisse décider de ce qu'il est encore possible de faire pour sauver les élections à venir. Oui, je voudrais faire une précision. C'est le CAPSI qui a écrit au RHDP. Ça aussi, souvent, on oublie. Oui. Ce n'est pas une initiative du RHDP. La coalition, quand elle s'est mise en place, finalement, après tout ce qu'on a vu, a adressé des correspondants à un certain nombre d'entités. Et je crois que dans même l'intervention d'un des responsables du PDCI, M. Ezalé, il a bien expliqué. Ce sont eux qui ont adressé des courriers à plusieurs entités. L'Union africaine, l'Union européenne, la CEDEAO, les chefs traditionnels. On a même vu une délégation de cette coalition se rendre au siège de la Chambre des rois et chefs traditionnels à Yamoussoukro. Donc, c'est CAPSI qui a demandé une rencontre avec le RHDP. Vous ne pouvez pas demander quelque chose et quand la personne à qui vous demandez vous dit « je viens », vous vous débinez. Bon, on se souvient mais même, ils ont aussi écrit au ministère de l'Intérieur. On se souvient même. Les autres entités auxquelles ils ont écrit, c'était... Vous ne pouvez pas reprocher au RHDP de répondre au courrier qui lui est adressé. Mais je me souviens même que si c'était officiel... Non, vous avez la parole. C'est l'invitation du ministère de l'Intérieur, c'est ça qui est important. Par rapport à tous ces courriers. Non. Comme si on n'aurait pas dû écrire au RHDP. Pas du tout, je n'ai pas dit ça. Non, moi je dis, si vous voulez être conséquent, vous n'aurez pas dû écrire au RHDP. Parce que vous écrivez à quelqu'un
pas, si la personne est sérieuse, elle vous répond. Le RHDP ne peut pas préjuger des autres courriers. Le RHDP regarde à son secrétariat les courriers qui lui sont adressés et il répond. Donc, s'il y a quelqu'un qui est en faute ou bien qui est en porte-à-faux avec sa démarche, c'est bien le CAPSI et non le RHDP. Donc, on n'est pas en train d'accuser quelqu'un. Ne pas se on est en train de dire ne pas se refuser derrière le fait. Le ministère de l'Intérieur, là, c'est lui, nous, on attend. Toutes les autres entités, là, c'est leur droit de leur écrire, c'est leur droit aussi de répondre, mais c'est pas ça le plus important. On ne peut pas reprocher au RHDP d'avoir accepté la rencontre. Mais qui leur reproche ça? C'est ce que vous semblez faire. Non, c'est ça, j'ai l'impression. C'est ce que vous semblez faire. Parce que, non, on ne parlera pas en même temps. Oui, j'étais en train de finir. Ensuite, vous allez prendre la parole. C'est pour le gouvernement là qui est important. oui, mais Merci Arsène Anoma, merci Pluchéric Balé. Allez-y, Guillaume Bateau. Madame Balé, je crois qu'il faut que les acteurs, notre vie politique et sociale, se prennent au sérieux. Voilà. Si vous ne voulez pas discuter avec le RHDP, vous ne lui écrivez pas. Si vous lui écrivez, c'est que vous attendez quelque chose de ce groupement politique. Mais le RHDP ne peut pas présumer des autres courriers que vous devez adresser aux autres. Si c'est le ministère de l'Intérieur qui vous intéresse, vous allez au ministère de l'Intérieur. Voilà. Bien. Au lieu de faire le ministère de l'Intérieur n'a pas répondu, on ne peut pas le reprocher au RHDP. Allez-y. Ce que je voulais dire, c'est qu'en son temps, la coalition CAPSI s'était offusquée du fait que le RHDP n'avait pas vite répondu à son invitation pour une rencontre. Aujourd'hui, le RHDP répond à son invitation. Il se trouve encore des gens pour dire que pourquoi est-ce que le RHDP répond et que ce n'est pas le gouvernement. Mais comme l'a dit M. Bateau, des courriers ont été envoyés, le RHDP a marqué sa disponibilité à dialoguer. On ne peut pas lui reprocher du fait d'aller au dialogue. Qui le lui reproche? Voilà, on ne peut pas lui reprocher. Bien. Merci Arsène Anoma. On marque une courte pause, on revient juste après pour la suite de ce débat sur ce même sujet. Voilà, nous sommes de retour de la pub et dans cette émission, nous parlons bien sûr de la rencontre entre Cap Côte d'Ivoire et le RHDP. Alors, l'autre question qu'on se pose, c'est est-ce que la CAP de Simone Gbagbo sera capable de parler demain d'une seule voix? Avec tout ce qu'on voit au sein du parti et de la coalition, on a vu l'opération des parrainages. Certains partis ne font pas le parrainage citoyen, d'autres le font. On voit des rencontres également, chacun fait ce qu'il veut et prend son chemin. Réaction? Oui, c'est vrai que, comme on l'a dit quasiment tous, hein, c'est assez gênant à voir quand même ce manque de cohésion au sein de la coalition. Mais comme je dis, il peut s'agir simplement aussi de la manière dont ils ont décidé de fonctionner, puisqu'il n'y a pas eu vraiment de déclaration de part et d'autre pour se plaindre justement de ces agissements. Moi, je trouve simplement que, comme Guillaume Bateau l'a dit, le simple fait de recevoir la délégation du RHDP n'aurait pas changé grand-chose sur les revendications à rencontrer le gouvernement. Donc, ça aurait pu se faire pas forcément avec la présence de M. Afinguessan ou d'un cadre influent du PDCI. Ils auraient pu envoyer juste quelqu'un pour représenter, pour au moins donner cette image de cohésion au sein de la CAP Côte d'Ivoire. Mais d'un autre côté aussi, je pense qu'on en fait peut-être un peu trop, justement, par rapport à cette absence, sachant que justement, il y avait des raisons qui ont été évoquées qui sont totalement acceptables. Bien. Et on voit aujourd'hui également une rencontre de la conférence des présidents de la coalition pour une alternance pacifique en Côte d'Ivoire, voilà, chez Simone Gbagbo. Mais cette rencontre a lieu sans Pascal Afinguessan. Ça soulève encore des interrogations. Oui, tout à fait. Effectivement, oui. Peut-être qu'on assiste et bien d'autres présidents qui sont absents, en dehors même du FPI et du PDCI-RDA. On assiste peut-être au début d'un divorce. Moi, je ne veux pas jouer les Cassandres pour le moment. Je pense qu'on va attendre de voir un peu les réactions des uns et des autres avant de se prononcer. Bien. Conséquence de cet acte, ces absences sur l'opinion, sur l'opposition ivoirienne en général? Non, mais en fait, ça dénote du fait que l'opposition ivoirienne ne peut pas se coaliser, ne peut pas se fédérer en une seule entité homogène pour aller face au parti au pouvoir. Ça démontre aussi du fait qu'il y a des antagonismes tellement forts au sein de cette opposition-là qu'elle n'est pas capable de faire fi de ces antagonismes-là devant, je peux dire, des raisons politiques supérieures pour offrir une alternative aux citoyens ivoiriens. Parce que, en fait, ce n'est plus, pour moi, ce ne sont pas peut-être tant des raisons politiques qui sous-tendent toutes ces divisions. Il y a d'autres raisons souterraines
qui font que cette opposition a du mal à parler d'une seule voix. Alors, autant pour moi, Pascal Affi-N'Guessan est bel et bien présent à cette rencontre. Voilà, dans les images, on le voit, il est bien présent à cette rencontre. Alors, est-ce que Cap Côte d'Ivoire est finalement victime du Front commun de Laurent Gbagbo? Oui, en partie, parce qu'on sait que la stratégie du président Gbagbo, depuis qu'il est revenu de l'AE, sa stratégie est de casser la gauche ivoirienne. Voilà, il a dit publiquement, son rôle n'est pas d'unir la gauche. Et donc, depuis son retour en Côte d'Ivoire en 2021, tout ce qu'il a fait, c'est de casser toute dynamique à gauche. Bon, il est resté longtemps dubitatif. Il a attendu que Mme Gbagbo travaille pendant plusieurs mois à mettre en place cette coalition Cap Côte d'Ivoire. Il allait lancer son fameux appel à Benoît, qui a été un échec retentissant. Tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est d'aller débaucher pour le PDCI à Cap-Si pour s'acoquiner. Bien entendu, ça crée tout ce désordre. Mais je crois qu'au-delà de tout ce qu'on voit, c'est l'échec de la stratégie de l'opposition. Moi, j'ai toujours été contre des coalitions sans véritable fondement, sans véritable projet. Voilà. On peut se mettre ensemble dans un pays, c'est normal. Nous-mêmes, nous avons fait un partenariat RHDP à l'époque qui avait été décrit, mais il y avait des objectifs qui étaient nobles. Mais on ne peut pas se mettre ensemble juste parce que on veut que le parti au pouvoir dégage. Voilà, juste ça. Parce que c'est ce à quoi on assiste. Même quand vous prenez le Front commun, qu'est-ce qui unit véritablement le PDCI et le PPACI? Rien du tout. Rien du tout. Le président Gbagbo, comme je l'ai dit sur d'autres plateaux, le président Gbagbo et le PDCI sont des adversaires, j'allais dire... ancestraux, longtemps. Oui, mais originels. Originels, oui. Voilà. Le Front populaire ivoirien qu'a mis sur pied le président Gbagbo à l'époque avec ses camarades, c'était vraiment contre la politique du PDCI-RDA. Et on l'a vu, quasiment le dernier épisode, c'était 2010, où le président BDP, à son âme, le PDCI, ont appelé à voter pour le président Ouattara, pour battre le président Gbagbo. Mais c'était évident, il y avait la coalition, oui, le groupement des partis politiques RHDP. Aujourd'hui, ce rapprochement entre M. Thiam, qui est assis maintenant à Paris et qui fait des vidéos, et M. Gbagbo, qui est quasiment invisible, parce que toutes les activités qui se font, en quelques-unes, on ne le voit pas. Donc, qu'est-ce que ça peut donner? C'est la même chose à Cap-Si. À l'époque, Mme Gbagbo a réuni et le PDCI, et le FPI, et le COGEP, et d'autres groupements aux idées inconnues. Donc, ça ne peut pas marcher. Si on ne se rassemble pas sur un projet solide, avec des objectifs bien précis, ça ne peut pas marcher. Juste parce qu'on a une période électorale, on veut que le parti au pouvoir dégage, on appelle tout le monde dans le quartier, venez, on va se retrouver. Ça ne peut pas marcher. Bien. Donc, Cap-Si, Front commun, tout ça va connaître le même destin, c'est-à-dire juste pour faire de la figuration. Et on va prendre acte des élections. Et puis après, bon, peut-être que Cap-Si, comme ils ont commencé à discuter avec le parti au pouvoir, peut-être que ça va continuer après les élections, pour les législatives, pour les autres élections. Je n'en sais rien, mais on voit bien que rien de bon ne va sortir de ces coalitions parce qu'il n'y a pas de fondement solide. C'est plutôt des paniers à crabes qu'on nous sert. Bien, Pécheric Balé, votre lecture de ces propos de Simone Gbagbo hier, nous avons décidé de nous rencontrer pour parler dans les détails des questions à travers un comité technique que nous allons mettre en place et qui va travailler sur ces questions, mais également sur un calendrier de rencontres parce que c'est une première. Elle n'était pas du tout attendue, elle était inespérée, mais Dieu a fait en sorte qu'elle ait lieu. Nous le disons merci. Et également, plus loin, dit que cette rencontre-là n'a pas permis d'aller dans les détails, que lors des prochaines rencontres, ils pourront aller dans les détails, a promis Cissé Ibrahima Bakongo. Comment vous réagissez? Oui, avant de réagir à cette question-là, je voudrais faire deux précisions importantes. Je ne sais pas d'où les uns et les autres tirent leurs informations, mais Cap Côte d'Ivoire a été créé pour travailler sur les changements à faire dans le processus électoral. Ils ne se sont pas réunis au hasard pour quoi que ce soit. Et c'est pour cela aussi que, quand on parle de candidature, on ne doit pas être étonné que certains aillent au parrainage, d'autres non, parce qu'ils ne se sont pas réunis pour choisir un candidat commun. Ils se sont réunis par rapport
aux réformes du système électoral. Maintenant, par rapport au Front commun, le Front commun, là, ce qu'ils ont en commun, justement, c'est le fait que les leaders de ces deux partis-là ont été radiés de la liste électorale et leurs partisans décident de se mettre ensemble pour pouvoir lutter par rapport à cela et bien d'autres sujets qui sont aussi portés par Cap Côte d'Ivoire. Donc, dit que rien ne les lie, bon, enfin, il ne faut pas parler pour parler quand même. Maintenant, cette affaire de comité technique-là, c'est une très bonne chose parce qu'il faut bien qu'on puisse discuter des questions qui devraient être résolues avant les élections. Le seul problème, c'est est-ce que ce qui engage le RHDP engage le gouvernement? Si oui, alors c'est une bonne chose et il faudrait que ce calendrier, ce fameux calendrier qu'ils ont évoqué là, soit su au plus tôt parce qu'il ne nous reste plus que 3 mois. Si c'est vraiment par rapport à l'élection présidentielle que ce comité technique est mis sur pied, il y a urgence quant à organiser les choses rapidement pour que ce comité technique-là puisse être efficace. Et qu'en est-il du fait qu'ils ne sont pas allés dans les détails lors de cette rencontre? Oui, ben c'est une première rencontre. Dans une première rencontre, on ne peut pas aller dans les détails, sauf si on se donne 3 ou 4 heures. On évoque d'abord, on s'entend sur l'essentiel. Est-ce qu'on est d'accord pour parler ensemble, pour travailler ensemble? Sur quoi on pense qu'on va travailler? Comment on va le faire? Je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Après, ils vont entrer dans les détails. Je suis déjà plutôt d'accord avec Mme Gallé sur un point. Je pense qu'il ne faut pas réduire non plus la coalition, les différentes coalitions à des questions purement électoralistes. Ça a été précisé dans les documents qui, justement, sous-tendaient toutes ces coalitions qu'il y avait un objectif commun. D'un côté de CAP-CI, c'est d'obtenir des élections dans des conditions acceptables. Et du côté du Front commun, c'était de réintégrer les différents candidats sur la liste électorale. Donc, je pense qu'au lieu de leur faire ce procès-là, il faut surtout, je pense, éviter de mettre de l'huile sur le feu. Très souvent. Il n'y a pas vraiment d'antagonisme, à mon sens. Je pense que le mot est un peu fort. Je pense qu'il y a surtout une divergence dans la méthodologie. On a d'un côté des modérés qui veulent aller lentement et sûrement, et des gens qui veulent aller beaucoup plus rapidement, peut-être parce qu'eux aussi ont l'habitude de traiter avec le parti au pouvoir, avec ce gouvernement, et ils savent qu'il ne faut pas forcément leur faire entièrement confiance dans les démarches. Bien, Arsène Anoma, quels sont les dangers d'un dialogue sans certains partis politiques? Lesquels? Le PDCI, le PPACI et autres? Bien sûr. Bon, mais les enjeux, pour moi, je pense, hein, je le dis, le gouvernement l'a dit plusieurs fois. Ils iront aux négociations. Le gouvernement a le dit, il pourra aller au dialogue, mais aller au dialogue ne veut pas dire donner satisfaction à l'opposition sur ses revendications. Donc pour moi, les enjeux d'un dialogue sans l'opposition, déjà même, l'opposition même est divisée. Donc pour moi, le dialogue se fera avec les partis de l'opposition qui décident dialoguer. On obtiendra certainement des résultats. On souhaite qu'il y ait des résultats. Mais comme l'a dit mon frère Erigo tout à l'heure, une élection acceptable pour le parti au pouvoir et pour le gouvernement, les élections, le calendrier électoral et l'environnement électoral actuel est acceptable. Est acceptable. Donc, pour eux... C'est acceptable pour qui? Non, c'est acceptable pour le gouvernement, c'est acceptable pour le gouvernement. Bien. Le calendrier actuel est acceptable. Donc, pour eux, l'élection se tiendra dans les conditions actuelles. Bien. Donc, pour moi, je ne pense pas que toute l'opposition se coalise pour aller à une négociation ou qu'il soit divisé comme on le voit et que sera acté, ça ne changera rien en fait. Bien. Je vous concède 30 secondes. Oui, je pense que, juste pour répondre dessus, on m'a fait remarquer que les coalitions sont entendues sur les questions. Mais vous voyez, quand il n'y a pas de fondement, c'est ce à quoi on assiste. Même qu'elles entendent sur les conditions de négociation et que vendredi, pour qu'on parle de CAP-CI par exemple, et disent qu'il ne faut pas à la CEI parce qu'ils ne la reconnaissent pas, parce que c'était ça tout l'agenda, et que lundi, certains membres de CAP-CI se retrouvent, c'est la preuve manifeste que ce n'est pas vraiment solide. Maintenant, moi je crois qu'il ne faut pas... cette discussion a le mérite d'avoir lieu, mais il ne faut pas non plus rêver. Je ne vois pas comment cette discussion, le rythme qu'elle va prendre, va influencer je vais dire fondamentalement, le processus électoral en cours. Dans une dizaine de jours, on va ouvrir la liste pour recevoir. La CEI va ouvrir la période de réception des candidatures.
chacun de ces partis-là est engagé. Non, c'est dans un mois. Pas non, c'est le 25 juillet. C'est le 25 juillet que ça commence. Et ça se termine le 26 août. Donc, nous sommes aujourd'hui le 17 juillet, donc c'est dans moins de 10 jours. Dans moins de 10 jours, la CEI va commencer à recevoir la candidature. Tous ces partis-là, pour la plupart, sont engagés dans l'opération de parrainage qui n'est pas évidente. Le parti au pouvoir attend la désignation de son candidat, la réponse de son candidat désigné pour aller en campagne. Moi, si on ne rêve pas, on sait très bien que c'est juste à la marge, par exemple sur les questions de financement de la campagne électorale, sur les questions de découpage électoral, puisque le découpage électoral c'est pour les élections législatives, pas pour la présidentielle, puisque dans les revendications que CAPSI met sur la table, il y a ces questions-là, financement des élections, découpage électoral, sécurisation du processus. Sur ces questions-là, peut-être oui. Mais sur la réforme du code électoral, la réforme de la CEI, je crois qu'il ne faut pas rêver. La révision électorale. La révision électorale, il ne faut pas rêver. La CEI ne peut pas être en train de recevoir la liste des candidats et aller faire une nouvelle RLE. Je crois que CAPSI démembrait, la CAPSI démembrait en allant même à cette discussion, acte le fait qu'il y a un certain nombre de revendications qui ne pourront pas être satisfaites. Et M. Arsène a bien raison, il dit, engager une discussion, ça ne veut pas dire donner satisfaction à tout ce que... Moi, j'ai été pendant longtemps syndicaliste, et je sais, vous demandez plus pour avoir le minimum. Merci. Et le minimum ici qu'ils peuvent avoir, merci. ce sera vraiment à la marge. Merci Guillaume Bato. Alors, pendant que nous enregistrons cette émission, une information importante est tombée. L'artiste Mola, Soumaoro Morifere, a été mis sous mandat de dépôt ce jour. Il séjourne au pôle pénitentiaire d'Abidjan, ex-Maca. Voilà, c'est le deuxième sujet de cette émission. Réaction sur cette note? Oui, on a tous été choqués par la façon dont cet accident-là s'est passé, puisque la vitesse était apparemment beaucoup trop grande pour l'agglomération. Et donc, il y a eu aussi un décès qui s'en est suivi. Et dans tous les autres cas d'accident où ça s'est passé comme ça, automatiquement, celui qui a été à la base de cet accident a été mis en prison. Donc, nous, on n'a pas compris pourquoi est-ce que pour le Mola, ça a duré tant. Donc, moi, je pense que ce n'est que justice. Ce n'est que justice s'il est mis sous mandat de dépôt. Il faut assumer ses actes. Bien, Guillaume Bato. Oui, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que l'artiste Mola se retrouve en prison. Mais c'est la loi. Je crois que quand il y a homicide involontaire, c'est la loi qui s'applique. Je crois que donc il y a une condamnation pénale. Mais en même temps, il faut, tout en lui souhaitant beaucoup de courage, parce que c'est un jeune artiste, tout en lui souhaitant beaucoup de courage, il faut rappeler à nos concitoyens que la route tue, qu'il faut apprendre à rouler à vitesse modérée. Voilà. On peut arriver à son objectif en allant doucement. Il ne faut pas donner le sentiment que seule la vitesse peut nous permettre d'atteindre notre destination. Bien. Vraiment, mes condoléances encore à la famille de la victime et beaucoup de courage à l'artiste Mola. J'espère que tous ses amis lui apporteront le soutien nécessaire, que très rapidement, il nous reviendra sur la scène artistique. Arsène Anoma. Non, moi, ce que je pourrais dire d'abord, répondant à Mme Puchérik Balé, je dirais que tous ceux qui ont été mis en cause dans des accidents où il y a eu des dégâts importants ou morts d'hommes ont été incarcérés. Mais lui, dans son cas, ils ont été incarcérés immédiatement parce qu'ils n'étaient pas blessés. Lui, dans son cas, l'accident lui-même, il était gravement blessé. Opéré, ouais. Donc, on ne peut pas raisonnablement enfermer quelqu'un qui vient d'être opéré à la suite de cet accident. Ça s'est déjà fait dans ce pays. Donc, on attendait, je pense que le procureur attendait d'avoir son pronostic vital s'il était prêt à être incarcéré. Et dès que, je suppose, que les médecins ont donné leur accord, il a été incarcéré. Donc, ce n'est pas un dans les autres cas d'accident, ça ne dure pas. Mais on ne peut pas comparer les choses. Le procureur a fait son travail. Il y a des gens même qui ont piqué crise cardiaque et on les a enfermés. Moi, ce que je regarde, c'est qu'il n'a pas eu droit à un traitement de faveur. Malgré sa notoriété, malgré son statut d'artiste, malgré tout, aujourd'hui, il est incarcéré et il est au pôle pénal d'Abidjan.
Donc, pour moi, ça dénote que la justice fait son travail, nonobstant la personnalité qui est devant elle lorsque les faits sont avérés. Donc, ce que nous pouvons dire aussi, c'est d'adresser nos condoléances à la famille et attendre le dénouement de cette affaire-là, parce que de toute façon, il y a eu homicide. Et dans une émission antérieure, j'avais dit que le ministre de la Justice avait adressé une note aux différents procureurs pour leur demander d'être beaucoup plus sévères sur les infractions où il y avait les infractions routières avec vitesse, alcool, tout. Et lui, dans le cas d'espèce, lorsqu'on regarde les vidéos, il semble avoir... c'est la vitesse démesurée du véhicule qui a produit cela. Donc, les circonstances semblent être aggravantes pour lui et je ne pense pas que du fait qu'il soit molard, il aurait un traitement de faveur. La justice fera son travail en toute impartialité. Éric Daou. Bon, écoutez, vu devant les mois qu'a suscité cet accident, je trouve qu'il était temps qu'un geste soit fait justement pour apaiser l'opinion publique. Moi, ce que je veux pointer du doigt, c'est surtout toutes les négligences qui ont pu entraîner cet accident, que ce soit dans l'importation des véhicules, l'homologation de ces véhicules sur le terrain, la sécurisation des voies routières. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on devrait réfléchir en dehors justement de ce qui devait être fait urgemment, qui est de montrer que la justice ne regarde pas les individus avant d'agir. Et pour vous, cette affaire a été bien traitée? Oh, je ne saurais pas dire. Il faudrait peut-être la comparer, comme Madame dit, à la sévérité sur d'autres affaires. Mais effectivement, je pense que ça a joué aussi que l'opinion publique demande que la justice soit autant sévère qu'elle l'est avec des inconnus et des anonymes. Bien. Vous estimez que la justice n'a pas été sévère sur cette affaire, bien qu'il soit condamné? Non, il est incarcéré, il n'est pas encore condamné. En fait, quand l'affaire a éclaté, on a été surpris. Plutôt que ce soit la police ou la justice qui fasse un communiqué, c'est le ministère des Transports qui a annoncé qu'ils étaient en train de faire une enquête. Alors que là, il y a eu mort d'homme. Donc, ça devient une affaire criminelle. À notre sens, c'est la police ou la justice qui devait d'abord faire son communiqué. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, les deux entités-là n'ont pas suivi après avec d'autres communiqués pour rassurer l'opinion sur le fait que, comme le molard est blessé, il va d'abord à l'hôpital. Une fois qu'il sera guéri, la justice va poursuivre son cours. On n'a pas eu de communiqué de ce genre. On avait l'impression que rien ne s'était passé. Alors que sur d'autres affaires, il y a une promptitude, soit de la police ou, comment on appelle ça, de la justice, pour faire des communiqués afin de sensibiliser quand même l'opinion sur la situation et sur les mesures qui sont prises par rapport à ces cas-là. Donc, on avait l'impression qu'il y avait vraiment une certaine complaisance dans la gestion de ce dossier. Donc, on n'est pas contre le molard, mais on dit que quand chacun agit, il faut qu'il assume ses actes. C'est un homicide, certes involontaire, mais on aurait souhaité une réaction plus rapide de la justice. Guillaume Bateau, pour terminer. Oui, pour terminer, je dis que sur tous les accidents d'une certaine ampleur, le ministère des Transports a toujours des services... Maintenant, excusez-moi, je disais tout à l'heure qu'il y a des prisonniers qui ont été emprisonnés, bien qu'étant mal portants, bien qu'étant blessé, mais Mola, il est aujourd'hui détenu, il est aujourd'hui détenu à Alex-Maca. Moi, je pense que... C'est ses blessures, c'est ça qui est important. Madame Ballet, qui est militante... Mais il est aujourd'hui détenu. Madame Ballet, qui est militante des droits de l'homme... Les autres, on ne les a pas soignés avant de les envoyer en prison. Madame Ballet, qui est militante des droits de l'homme, doit plutôt, même si elle a raison de dénoncer, elle ne doit pas souhaiter que notre système fonctionne toujours mal. Voilà. Si au moins la justice, dans la situation de Mola, lui permet d'avoir des soins avant de faire face à la justice, il faut le saluer. Oui, mais il devait humain. nous annoncer ça pour qu'on le sache. Mais ne dites pas pourquoi les autres, on l'a fait d'une mauvaise façon, il faut le faire de la même mauvaise façon pour Mola. Non, il devait faire un communiqué pour nous rassurer. Le ministère des Transports, pour les accidents d'envergure, a toujours commis des services pour enquêter, pour voir les circonstances dans lesquelles l'accident... En tout état de cause, l'artiste était sorti lui aussi grièvement blessé. Il a subi une opération chirurgicale. Aujourd'hui, la justice l'a affaire à lui. Elle va mettre en prendre toutes les procédures. C'était pas quand même, je veux dire, la Première Guerre mondiale, c'est pas la plus urgente.
Voilà. Et puis, dans Que le Mola aille en prison ou pas, ce n'est pas ce qui va faire que... Dans son communiqué, va tomber sur la tête. le ministère des Transports s'est permis de préciser sans poursuite pénale. Ce n'est pas dans ses prérogatives. Non. Ce que je voulais dire, c'est pas dans ses prérogatives. dans ce genre de situation-là, il y a deux pénal. procédures. Il y a la procédure administrative qui est faite par la Direction générale des transports terrestres, qui est faite normalement. Oui, mais il s'en tient à ça. Et la justice aussi, qui n'est pas pénale, la justice fait son travail. Et c'est cette direction-là et le ministère des Transports qui ont fait un communiqué pour décrire les circonstances de l'accident. Au moment où l'accident s'est produit, sans d'abord avoir su que la dame était décédée. Maintenant, par la suite, j'estime que la justice, c'est pas parce qu'elle n'a pas fait de communiqué qu'elle n'a pas engagé une procédure. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une procédure qui est engagée puisque l'artiste est incarcéré. Merci. Donc, dans le silence, il y a un travail qui a été fait. Merci Arsène Anoma. Nous rappelons que Soumaoro Morifere, connu sous le nom de Mola, a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi 17 juillet 2025. Il est désormais détenu au pôle pénitentiaire d'Abidjan, ex-Maca. Cette décision intervient après son implication dans un accident de circulation ayant coûté la vie à Dame Tola, violemment percutée par son véhicule. La victime avait succombé à ses blessures. Quelques jours après les faits, la rédaction de Reflet TV représente une nouvelle fois ses condoléances les plus attristées à la famille. Place maintenant au carton rouge. Alors, c'est l'heure du carton rouge, le premier carton de cette émission avec Arsène Anoma. Bon, mon carton rouge, c'est à l'encontre du PDCI et du PPACI qui ont décidé de ne pas s'inscrire dans le dialogue politique amorcé par CAPSI et le RHDP. Pour moi, ça dénote que ces deux partis-là ont décidé de tout faire pour que l'élection présidentielle qui arrive soit émaillée peut-être d'incidents. Et moi, je dénonce cela. J'estime que pour la Côte d'Ivoire qu'on dit aimer, d'autant plus que le PPACI est dirigé par un ancien président de la République, le PDCI était dirigé en son temps par feu le président Bédé qui a été président de la République. Je pense qu'il devait avoir une autre idée de l'État, de la gestion des États et avoir des priorités. Et pour moi, j'adresse un carton rouge à ces deux partis politiques. Carton rouge. Alors, mon carton rouge, c'est pour les acteurs et complices du remblayage de notre lagune ébriée. Depuis 2022, le journaliste Noël Conan, qui fait partie du consortium des journalistes d'investigation, qui ont fait justement sorti l'affaire des Pandora Papers à une certaine époque, ce scandale d'évasion fiscale, a fait une enquête sur le sujet et a démontré que nous avons perdu quasiment 2,2 millions de mètres carrés de notre lagune qui ont été remblayés par des individus. Ces individus, ils disposent de complicités dans plein de ministères, les ministères des Affaires maritimes, le ministère de la Construction, le ministère de l'Environnement, voilà, vraiment qui sont à tous les niveaux concernés, même jusque dans les plus hautes sphères. Ça a été montré dans son enquête et ces gens-là continuent encore aujourd'hui. Il faut imaginer quand même que 4 millions de mètres carrés ont été remblayés, par exemple, à Biétry, où le prix du mètre carré est autour de 10 000 francs. Donc, vous imaginez, c'est presque 40 milliards qui est rentré illégalement dans les poches de ces gens-là. Et ils ont aujourd'hui des ACD sur ces terrains qui, en fait, étaient la lagune il y a peut-être 10 ans ou 15 ans. Et je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, les citoyens prennent les choses en main, puisqu'apparemment, les chaînes de corruption ont gangréné complètement toute l'administration. Il faut qu'aujourd'hui, les citoyens se lèvent sur cette question qui, je le répète, est sortie depuis 2022. Ça a été publié par l'influenceur JCK. Malheureusement, en 2002, ça n'a ému personne. En 2024, je dirais fort heureusement, il y a eu l'affaire de Komé Bakary et les ACD, ce qui a permis de relancer ce scandale-là. Aujourd'hui, c'est en train de retourner encore dans l'anonymat. C'est pour ça que je fais ce carton rouge, parce que nous sommes la perle des lagunes Abidjan, mais si on y prend garde, on sera bientôt la perle des sables. Bien, Guillaume Bateau, carton rouge. Oui, mon carton rouge va à la mairie de Makori. Quand vous venez à vos studios ici, après le pont Henri Konan Bédié, la voie, je ne sais pas si c'est la voie à rue Fleming ou laquelle, elle est complètement dégradée. Ouais. Complètement dégradée. Ça, au vu caniveau. au-dessus de l'autorité municipale. Hein. Monsieur le maire Abi Raoult, qui est très actif dans le Front commun et dans le mouvement Trop c'est trop, je crois qu'aussi on peut lui crier Trop c'est trop pour les automobilistes qui souffrent le martyre sur cette rue-là. Et il y a malheureusement beaucoup de rues comme ça à Makori. Il faut que monsieur le maire s'occupe de ses administrés avant d'aller espérer revenir au pouvoir peut-être en 2030. Bien, et puis Chérik Balé.
Oui, mon carton rouge va à l'encontre de tous ceux qui font preuve d'une très mauvaise éducation sur les réseaux sociaux et certainement aussi d'un manque de culture, parce que c'est important de savoir qu'un journaliste, il fait ses analyses sur plusieurs bases. Ça peut être parce qu'il est journaliste d'un parti politique, ça peut être une idéologie qu'il défend, ça peut être ses appréciations personnelles. Dans tous les cas, quand un journaliste comme M. Yacouba Doumbia décide de parler de plan B en ce qui concerne tous les partis et qu'il cite le maire Yassé pour le PDCI, le président Bictogo pour le RHDP et le ministre Awadon Melo pour le PPACI, ça n'engage que lui. Ça ne veut pas dire qu'il est allé se concerter avec ces personnes-là avant de venir donner leur nom. Donc, il faut que ceux qui sont sur les réseaux-là sachent participer à la paix parce que nous sommes dans une période sensible. Il ne faut pas insulter des personnalités dont ils n'arrivent même pas à la cheville parce qu'ils ont 200 francs pour payer leur connexion. Bien, c'est l'heure du chiffre du jour. On le sait tous, le 7 août, c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Alors, le 7 août 2025, la Côte d'Ivoire célébrera son 65e anniversaire d'indépendance. Et cette année, c'est la ville de Bouaké qui a été choisie pour abriter les festivités officielles. L'annonce a été faite par le ministre des Transports, Amadou Koné, par ailleurs maire de la commune de Bouaké. Une célébration de l'indépendance, de la paix et de l'unité nationale placée sous le signe de la ferveur et du rassemblement. Réaction sur le choix de Bouaké, qui est votre ville où vous avez fait l'université, Pichiri Goualé. Oui, on est de la première promotion. Je n'ai pas bien suivi, j'étais encore dans mon carton rouge. Bien, je disais que la célébration de l'indépendance cette année se fera à Bouaké. Ah, ok, d'accord. Bon, c'est une année assez cruciale et Bouaké est quand même la deuxième ville du pays et ça a été aussi la base arrière de la rébellion à l'époque. Donc, je pense que si on célèbre l'indépendance là-bas en une année électorale, c'est une très bonne chose. Ça va permettre aussi de certainement rassurer les populations de là-bas sur la bonne volonté des autorités à vouloir que tout se réalise dans la paix. Bien, Guillaume Bato, indépendance tournante à Bouaké cette année. Je crois qu'il faut saluer cette décision. Il faut que les indépendances tournantes reviennent. Parce qu'on a vu, à l'époque du président Houphouët-Boigny, ces occasions ont permis à l'État de faire un certain nombre d'investissements dans plusieurs capitales régionales. Donc, c'est une bonne... Ça permet aussi aux populations de l'intérieur du pays de communier avec notre armée, avec tout le système institutionnel. Et ça permet de mettre une lumière sur les réalités. Parce qu'il y a aussi des difficultés. Et ces occasions-là sont bonnes pour que les décideurs au plus haut niveau se rendent compte d'un certain nombre de réalités, des difficultés à prendre en compte. Parce que c'est bien que le défi se fasse à Abidjan, mais en tout cas, moi, je suis partant pour que chaque année, on puisse faire le tour. Et j'espère qu'après Bouaké, ce sera la capitale régionale de la région du Tonkpi. Parce que nous aussi, on a besoin de voir la fin de l'indépendance. On a beaucoup de problèmes à régler et ce serait pas mal. Arsène Anoma, après Yamoussoukro, Grand Bassam, c'est maintenant Bouaké qui accueillera. Bon, moi, je salue cela. Je salue cela et je félicite le président parce qu'en tant que le meilleur des héritiers de feu le président Houphouët-Boigny, il essaie de redonner vie à tous les projets du président Houphouët-Boigny qui peuvent être encore d'actualité. Et cette fête tournante-là, dans le passé, a permis, au vu de l'intérieur, de recevoir toutes les entités administratives, tout. Et ça a permis de doter ces villes de l'intérieur-là d'un certain maillon administratif qui leur ont permis d'accéder à un certain niveau de développement, même si ce n'était pas comme à Abidjan, mais c'était un niveau de développement appréciable pour le bien des populations qui y vivent. Donc aujourd'hui, envoyer la fête de l'indépendance à Bouaké, c'est bon, d'autant plus que Bouaké est une ville aujourd'hui qui fait vraiment agréablement bon à vivre. Quand tu arrives à Bouaké, tu es surpris par le changement qui se produit à Bouaké. Et cette fête-là va encore donner un nouvel élan à cette ville de Bouaké-là qui va continuer son développement. Et je salue cela et je félicite le gouvernement pour cette décision. Éric Daou, pour terminer. Je suis totalement d'accord. Hein. J'adore ce concept de ville tournante pour la fête d'indépendance. Au-delà du volet investissement hein, que je ne peux pas nier, mais que je ne trouve pas forcément très pertinent sur la question, c'est surtout le sentiment d'appartenance à la nation, de sentir qu'on est aussi important que les autres et que tout n'est pas totalement sclérorisé sur Abidjan. Donc c'est très bien de continuer à faire ça et d'aller dans quasiment toutes les régions. Je veux dire, on a encore de longues années devant nous. Voilà. On aimerait avoir justement
cette fête dans même des toutes petites villes, pourquoi pas. Hein. Voilà. En dehors du fait qu'on ait des situations sécuritaires qui obligent à rester sur Abidjan, je pense qu'il faut déployer chaque 7 août sur une nouvelle ville. On en a suffisamment. Merci Eric Dou, Arsène Anoma, Pulchérik Balé et Guillaume Bateau. Chers téléspectateurs, merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous lundi pour un nouveau numéro d'Entre deux News. Le week-end, vous aurez le best-of de la semaine et demain vendredi, vous aurez la rediffusion de cette émission à partir de 19h sur Reflet TV. Émission à retrouver aussi sur nos plateformes digitales. Facebook et YouTube Reflet TV. Vous pouvez suivre tous nos programmes en continu sur notre site internet www.reflet.tv et sur la TV d'Orange. Désormais, n'oubliez pas, Reflet TV, c'est 337 sur Canal+ et 437 sur Free. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Amen.